Si vous avez suivi mes 2 premières vidéos sur l'affaire Bryan Kohberger, vous savez qu'on a déjà exploré ensemble l'histoire tragique des meurtres de l'université de l'Idaho, suivi des détails de l'arrestation et de la mise en accusation de Bryan Kohberger. Aujourd'hui, on va plonger plus profondément dans les développements juridiques récents en examinant les stratégies de l'accusation et de la défense et tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça implique. Je vous ai dit la semaine dernière que pour cette première mise à jour, j'allais faire 2 vidéos. Finalement, il y en aura 3, il y en aura une autre la semaine prochaine, simplement parce que j'avais pas le temps en fait de faire assez de recherches pour tout vous dire aujourd'hui, ou en tout cas ça me permettait pas de faire des recherches que j'estime suffisamment approfondies et vérifiées, donc j'ai préféré rajouter une vidéo la semaine prochaine pour être sûr des informations que je vous donne. Je vous rappelle que c'est une histoire qui est en cours, que je vais suivre au fur et à mesure de son évolution, donc si vous avez envie de la suivre avec moi, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo sur cette affaire. Et puis quand vous êtes prêts, eh bien c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Dans la vidéo de la semaine dernière, on s'est arrêté à la mise en accusation officielle de Bryan Kohberger, qui a eu lieu, vous vous en souvenez j'en suis sûre, le 22 mai 2023. Et c'est à partir de cette audience-là qu'on va reprendre aujourd'hui. Dans la vidéo de la semaine dernière, on avait suivi l'ordre chronologique, je vous avais fait une petite frise et tout, vous avez été d'ailleurs plusieurs à me dire en commentaire qu'elle vous avait beaucoup plu, et j'en suis ravie, merci pour vos retours. Suivre l'ordre chronologique jusqu'à l'arraignment, c'était quelque chose de faisable parce que, je vous l'avais dit, on était sur des étapes obligatoires du système américain, donc c'était hyper carré, etc. À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué de suivre l'ordre chronologique, en tout cas de façon aussi cadrée, aussi précise que ça, parce qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent, il y a des demandes qui sont faites à un moment, faut attendre des mois pour avoir une audience, et encore plusieurs mois pour avoir une réponse de la part du juge, donc j'ai peur, si on suit cet ordre chronologique à nouveau, que ce soit beaucoup trop le bordel, qu'on soit complètement paumé, donc je vais le suivre quand même, globalement, on va avancer dans le temps comme ça ensemble, mais j'ai plutôt regroupé par problématique plus que par mois en fait. Je pense que ça va être clair, vous allez voir, mais si jamais ça l'est pas, dites-moi en commentaire et je ferai mieux la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, on est sorti des étapes obligatoires, maintenant on entre dans la stratégie de l'accusation et de la défense pour préparer le procès. Mais juste avant de rentrer dans ces stratégies, on va rester au mois de juin 2023, donc quelques semaines après l'arraignment, parce qu'il s'est passé un nombre incroyable de trucs pendant ce mois de juin 2023. Comme je vous le disais la semaine dernière, dès le tout début du mois de janvier 2023, la défense et l'accusation vont signer un accord de non-diffusion, donc personne n'a le droit au sein de cette affaire de diffuser des informations au public. Et la conséquence, c'est qu'il y a quand même des infos qui sortent, mais du coup sans contexte, et que la presse prend à peu près tout et n'importe quoi, et se met à publier tout et n'importe quoi. Des informations non vérifiées, des interviews de peu importe qui a vaguement croisé Bryan Kohberger dans sa vie. Voilà, ils vont chercher les infos où ils peuvent, et le résultat est quand même pas terrible. Et les premiers que ça dérange, cet ordre de non-diffusion et le fait de publier n'importe quoi, eh bien ce sont les médias eux-mêmes. Les journalistes, ça les éclate pas du tout de publier des trucs de merde, eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir informer le public correctement, avec des infos qui soient correctes, qui soient vérifiées, et cet ordre de non-diffusion il ne leur permet pas, à leur sens, de faire ça correctement. Début juin 2023, il y a donc une vingtaine de médias qui vont se réunir, se regrouper sous forme de coalition, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un avocat commun pour les représenter, et ils vont déposer ensemble une demande d'annulation de cet ordre de non-diffusion. Ils vont expliquer que ça les empêche donc de faire leur travail et que ça ne respecte pas le premier amendement de la Constitution européenne qui garantit la liberté d'expression de la presse. Pour soutenir cette demande collective, il y a en plus un certain nombre de journalistes qui vont déposer un témoignage individuel pour expliquer un petit peu leur point de vue. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, dans tous les cas, cette affaire, elle est dans les médias. C'est ce qu'on appelle en anglais a high profile case. Donc c'est quelque chose dont ils vont parler. Et quoi qu'il arrive, il y aura des articles de journaux dessus. Mais ce que eux veulent faire, c'est pouvoir relayer de vraies informations, et cet ordre de non-diffusion, je vous l'ai déjà dit, ne leur permet pas de faire ça selon eux. Et puisque le but de cet ordre, c'est de protéger le procès équitable de Bryan Kohberger, les journalistes vont aussi répondre à ça. Et ils vont expliquer que, oui, ils vont parler des informations qui sortent, mais aussi bien contre Bryan Kohberger
qu'en sa faveur. S'il y a des infos en sa faveur, évidemment qu'ils vont les relayer. Et le but, c'est de fournir de l'information objective, et en ça, ça perturbera pas le procès équitable de Bryan Kohberger, selon les journalistes en tout cas. La presse demande donc l'annulation complète de cet ordre de diffusion. Évidemment, la défense de Bryan Kohberger, qui avait demandé cet ordre initialement, va s'opposer à cette demande. Et en parallèle de la presse, l'avocat qui représente les familles des victimes va aussi déposer une demande contre cet ordre de non-diffusion, non pas en demandant à l'annuler, mais en demandant à ce qu'il soit assoupli. Pourquoi est-ce que les familles des victimes font cette demande ? Eh bien parce qu'elles veulent pouvoir s'exprimer dans la presse. C'est notamment le cas des parents de Kylie Goncalves qui veulent pouvoir réagir parce que le procès, ça fait 1 an et demi qu'on l'attend, il arrive pas. Pour la famille, c'est horrible, ça veut dire qu'en attendant, ils n'ont aucune justice. Et puis à chaque fois qu'il y a une audience, à chaque fois qu'on en parle, eux, ils revivent en fait systématiquement les crimes horribles dont ont été victimes leurs enfants, et ils peuvent pas faire leur deuil tant que le procès n'est pas terminé. Et en plus de ça, ils voient une meuf qui a eu un pauvre date Tinder avec Bryan Kohberger il y a 7 ans, qui a des interviews entières dans des grands médias, et eux n'ont même pas le droit de réagir aux informations qui sont déjà publiques. Donc c'est une situation qui est vraiment horrible pour eux. Ils veulent au moins pouvoir faire entendre leur voix dans les médias et pouvoir parler aussi pour les victimes dans cette histoire, parce qu'on parle beaucoup de Bryan Kohberger et eux ont envie, et c'est bien normal, qu'on parle aussi des 4 étudiants qui ont été assassinés. Le juge, ce brave John Judge, va recevoir le même jour les représentants de la presse et les représentants des familles des victimes, et le 23 juin, il va accepter d'assouplir l'ordre de non-diffusion. Donc il ne le supprime pas complètement, il n'accède pas à ce que demande la presse. Par contre, il va permettre effectivement aux familles des victimes de parler aux médias. Donc ils peuvent toujours pas dévoiler d'informations sur cette affaire, mais au moins quand il y a une info qui sort et qui est rendue publique, ils peuvent répondre et ils peuvent y réagir. En plus de leur demande de suppression de l'ordre de non-diffusion, la coalition de médias qui s'était réunie a aussi posé une demande pour que les caméras soient autorisées dans les salles d'audience, notamment lors du procès. C'est un truc auquel la défense de Bryan Kohberger va farouchement s'opposer, ils ne veulent pas de caméras, mais sur ce coup-là, le juge va se ranger du côté de la presse et il va autoriser à ce que le procès soit filmé, parce que, le but de cet ordre de non-diffusion, c'est de protéger un procès équitable, d'éviter que les futurs jurés entendent parler trop de l'affaire, mais une fois que le procès aura commencé, les jurés seront déjà sélectionnés, donc ça n'a plus de sens selon lui de garder cet ordre de non-diffusion. Et le public a le droit de savoir, c'est quelque chose de très très important pour les Américains, je vous l'ai déjà dit, c'est le 6e amendement, on a le droit à un procès public, et les Américains, s'ils le souhaitent, ont le droit de pouvoir suivre un procès pour pouvoir se faire leur propre avis sur la culpabilité ou non d'un accusé. Bon, la question des caméras est réglée, mais là il se passe un truc extrêmement bizarre, c'est que la défense, qui je le rappelle a demandé l'ordre de non-diffusion pour qu'aucune information ne sorte et n'arrive jusqu'au public, qui s'oppose farouchement à ce que ce soit levé cet ordre de non-diffusion, qui voulait même pas de caméra au moment du procès, va soudainement demander à ce que la transcription de l'indictment de Bryan Kohberger, qui a été fait dans le plus grand secret face à un grand jury, soit rendue publique. Et là, évidemment, c'est l'accusation qui s'y oppose et qui dit « Non mais attendez les gars, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait aucune info qui sorte, et là vous voulez rendre un truc hyper secret public, mais ça n'a aucun sens. » Alors pourquoi est-ce que sur cette audience-là précisément, la défense demande soudainement à ce que des informations soient rendues publiques ? Eh ben c'est très probablement pour pouvoir soutenir une demande qu'ils vont faire quelques semaines plus tard, au mois de juillet 2023, puisqu'ils vont demander, purement et simplement, l'annulation de cet indictment, de cette mise en accusation devant un grand jury. Ce qu'ils veulent, c'est carrément que les charges contre Bryan Kohberger soient rejetées et que l'affaire s'arrête là. Ils vont donc faire une première demande au mois de juillet 2023 en expliquant que le grand jury, qui je vous le rappelle est composé uniquement de citoyens lambda qui ne sont pas experts de la loi, eh bien ils n'ont pas reçu les bonnes instructions. Puisque eux ne sont pas experts, ils vont faire en fonction de ce qu'on leur dit, donc avant le début de l'audience, on leur dit un petit peu ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, sur quoi ils doivent s'appuyer, etc., etc. Et la défense dit, eh bien les instructions qu'ils ont reçues n'étaient pas les bonnes, et s'ils avaient eu les bonnes infos, ils n'auraient pas choisi d'aller jusqu'au procès. Et puis en août 2023, donc à peu près un mois plus tard, la défense va déposer une autre demande pour aussi annuler l'indictment, au cas où la première marcherait pas, je sais pas. Et cette fois-ci, la défense explique que l'accusation n'a pas donné certains éléments sur l'affaire au grand jury, et que s'ils avaient eu ces infos, eh bien ils n'auraient pas choisi de poursuivre Bryan Kohberger. Il va y avoir une audience plusieurs mois plus tard pour que la défense puisse venir expliquer ses arguments devant le juge, puis le juge va prendre plusieurs mois pour se décider, et puis finalement, en fin d'année 2023, il va rejeter ces deux demandes. Bon, et on revient sur le mois de juin 2023, parce que oui, c'est pas fini sur ce mois-là. Le 26 juin, l'accusation va faire part de son intention de demander la peine de mort pour Bryan Kohberger.
Jusqu'ici, vous l'avez vu, je suis restée quand même globalement sur l'ordre chronologique, mais à partir de maintenant, je vais faire différemment. Je vais plutôt regrouper les infos par problématique qui opposent l'accusation et la défense, parce que je vous l'ai dit, ce sera, je pense, j'espère, plus clair comme ça. Vous vous en souvenez peut-être, l'ADN de Bryan Kohberger a été retrouvé à l'intérieur de la maison où a été commis les crimes, sur l'étui du couteau qui, vraisemblablement, a été utilisé pour attaquer les 4 étudiants. Cet ADN, il est extrêmement important parce que c'est la seule preuve concrète qui relie Bryan Kohberger à cette affaire. Absolument tout le reste, pour ce qu'on en sait en tout cas aujourd'hui, c'est circonstanciel. C'est une voiture qui ressemble a priori à la sienne, qui visiblement n'était pas très loin de la maison au moment des meurtres. C'est le fait qu'il soit sorti pendant ce laps de temps, le fait qu'à un moment donné son portable n'ait plus capté et peut-être ait été éteint pendant la période qui couvre les meurtres. Mais tout ça, ce sont pas des preuves directes. Selon les informations qu'on a aujourd'hui, Bryan Kohberger ne connaissait même pas les victimes, donc le seul truc qui relie, semble-t-il, Bryan Kohberger à ces meurtres, c'est cet ADN. Ce que ça veut dire, c'est que si on enlève cet ADN, ça met quand même très à mal le dossier contre Bryan Kohberger. Or, le 16 juin 2023, l'accusation va rendre public un document dans lequel il est détaillé de façon assez précise comment l'ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime a été utilisé pour remonter jusqu'à Bryan Kohberger. Ils ont utilisé une méthode dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et c'est très important, qui s'appelle l'Investigative Genetic Genealogy, ou pour faire court, IGG. C'est ce qu'on va apprendre dans ce document, et puis on va apprendre aussi au passage que si c'est la police qui a commencé le travail, à un moment donné, c'est le FBI qui a pris le relais. Je vais rentrer un petit peu dans les détails ici parce que je pense que c'est très important cette histoire d'ADN. Je pense qu'à un moment donné, la défense va tenter de remettre en question tout ça, donc je pense que c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Quand la police trouve de l'ADN sur une scène de crime, ils vont utiliser une méthode pour traiter cet ADN qui s'appelle STR. C'est ce que fait la police fin 2022 quand ils trouvent cet ADN dans la maison juste après les meurtres, et ils vont le passer dans toute leur base de données, et ça donne rien du tout, il n'y a pas de résultat. Et donc ils vont se tourner, vous vous en rappelez peut-être, je vous en avais parlé dans la toute première vidéo, vers des bases de données privées. Vous savez, ce sont ces entreprises privées qui, si vous le souhaitez, vous proposent d'envoyer votre ADN, et comme ça vous pouvez connaître un petit peu vos ancêtres, en savoir plus sur vos origines ethniques, etc. Sauf que pour connaître ses ancêtres, on va pas traiter l'ADN selon la méthode STR, on va utiliser une autre méthode qui s'appelle SNP. Donc dans un premier temps, ce que va devoir faire la police, c'est reprendre cet ADN et puis changer l'STR contre un SNP pour pouvoir l'envoyer à ces banques privées et le comparer à d'autres ADN. Cette partie-là, la transition STR-SNP, va être gérée par un laboratoire privé. Et puis le FBI débarque, reprend l'affaire, le labo privé envoie ses résultats au FBI qui va se charger de faire la comparaison auprès des entreprises privées. Bryan Kohberger n'est pas dans ces bases de données, ça va donner en fait plein de cousins au 3e, 15e, peu importe, à différents degrés si vous voulez, et à partir de là, le FBI va construire un arbre généalogique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'ils ont cet arbre généalogique, ils vont chercher dedans à qui, statistiquement, l'ADN qu'ils possèdent a le plus de chances d'appartenir. Par exemple, ils savent que c'est un ADN masculin, donc ils vont garder que les hommes dans l'arbre généalogique. Et puis après, ils vont regarder un petit peu où vivent les gens, ce qu'ils font, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que parmi toutes ces possibilités, il y en a un qui habite à 15 minutes de l'université où a eu lieu les meurtres, et donc, ils se disent, c'est probablement lui. Mais à ce stade, et c'est écrit comme ça dans le document, l'ADN ne désigne pas Bryan Kohberger comme coupable, il pointe dans sa direction de manière statistique. C'est très important parce que cette méthode IGG, elle est très récente, elle est controversée pour sa fiabilité, parce que même si elle a servi à résoudre des tas d'affaires, c'est notamment avec cette méthode qu'on a pu arrêter le Golden State Killer, il peut y avoir des erreurs puisqu'au départ, ce sont des statistiques, donc ce n'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, des erreurs avec l'IGG, il y en a déjà eu, et il y en a même eu une importante dans l'Idaho, où a lieu l'affaire Bryan Kohberger. C'était en 2014, et à l'époque, un homme du nom de Michael Usry Jr. a été accusé du meurtre d'Angie Dodge en utilisant cette méthode IGG. Il a donc été désigné comme le meurtrier avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, c'était pas lui. Donc bien sûr, Can Taylor et son équipe qui défendent Bryan Kohberger ont déjà commencé à soulever un petit peu des questions par rapport à cette méthode. Et là vous vous dites peut-être qu'en vrai on s'en fout, parce qu'on se rappelle dans la vidéo précédente, le FBI a pris un échantillon d'ADN à Bryan Kohberger quand ils l'ont arrêté. Donc depuis, ils ont pu comparer son ADN à l'ADN de la scène de crime. Et vous auriez bien raison de penser ça. Sauf que, si la défense arrive à remettre en cause
la méthode IgG, en prouvant que c'était pas fiable, eh bien ça voudrait dire que sans cette méthode, la police ne serait peut-être jamais remontée jusqu'à Bryan Kohberger, donc il n'aurait pas pu prendre son ADN, donc ça pourrait quand même rendre l'ADN non recevable. Et si jamais la défense attaque là-dessus et arrive à obtenir gain de cause, eh bien il se pourrait, même si ça paraît peu probable, mais c'est une possibilité réelle, que l'accusation n'ait pas le droit de parler de l'ADN au moment du procès. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas, puisque pour que ça arrive, il faut déjà que la défense fasse une demande, qui soit ensuite observée par le juge pour qu'il puisse se prononcer là-dessus. Et pour l'instant, la défense n'a pas fait cette demande, et il y a une bonne raison pour ça. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais avant le début d'un procès, l'accusation et la défense ont l'obligation légale de se transmettre tout ce qu'il y a dans leur dossier, toutes leurs découvertes, tous leurs documents. Le but de ça, c'est d'assurer un procès le plus équitable possible, puisque s'il y a un parti qui avance un argument, il faut évidemment que l'autre ait le temps de prendre l'information, de la vérifier, etc. Donc on limite au maximum les surprises pendant un procès. Dans le cas de l'ADN qui est retrouvé par la police, c'est l'accusation qui va récupérer ces informations, et ils sont dans l'obligation de les transmettre à la défense. Ils doivent donner tous leurs documents à ce sujet, mais aussi leurs résultats, le processus, comment ils ont fait, qui a touché cet ADN, etc. Et ils doivent aussi pouvoir fournir l'ADN original, de façon à ce que la défense puisse faire retester l'ADN par ses propres analystes, par son propre laboratoire. Donc ça, c'est ce que dit la loi, ok? Donc en théorie, il y a un échange des pièces entre les deux parties, et puis au départ, c'est surtout l'accusation qui va donner à la défense, puisque c'est l'accusation qui récupère tout le dossier de la police. Bon, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que évidemment, donner tous ces documents, toutes ces découvertes à l'autre partie, c'est un petit peu comme jouer au poker, mais en étant obligé de montrer ses cartes à l'adversaire. Donc ça donne le temps et l'opportunité à l'autre partie de réfléchir à quelle va être notre stratégie, ça leur donne plus de temps pour trouver des réponses aux arguments qui vont être amenés, etc. etc. Donc c'est pas génial. Et donc en pratique, cet échange des pièces, c'est souvent la merde. D'un point de vue stratégique, évidemment que chaque partie a intérêt à donner le moins possible à l'autre, donc ils vont toujours essayer de trouver des raisons de pas donner telle ou telle pièce, ou de garder un truc sous le coude en disant « Oh là là, ça vient d'arriver, dis donc c'est la veille du procès, pas de chance, vous aurez pas le temps de le voir, mais bon, on peut quand même pas ne pas s'en servir. » Voilà, il y a toujours des stratégies qui se mettent en place pour compliquer un petit peu le process. Donc le système fonctionne comme ça, tout le monde le sait, mais c'est pas légal, donc les avocats doivent toujours trouver des excuses qui restent quand même relativement crédibles pour qu'on puisse pas leur reprocher. Et dans cette affaire en particulier, l'échange des pièces, c'est la grosse merde. Depuis le début, l'accusation fait traîner et fait tout pour pas donner ses documents à la défense. Alors ils donnent quand même des documents, ils filent pas rien, mais ils vont mettre énormément de temps à chaque fois, ils donnent un petit peu au compte-gouttes, et c'est à tel point qu'Anne Taylor, l'avocate de Bryan Kohberger, a dû s'en plaindre à de nombreuses reprises au juge, et que le juge a été obligé de fixer des deadlines en disant à l'accusation, maintenant ça suffit, vous filez votre dossier, vous filez vos documents. Et ça a été notamment le cas pour l'ADN que l'accusation ne passait pas à la défense. Donc ça fait que quelques mois maintenant que la défense a en sa possession cet ADN, il faut le temps évidemment qu'ils analysent tout ça, qu'ils refassent faire les tests, etc. etc. Mais il y a quand même de grandes chances pour que la défense de Bryan Kohberger cherche une façon de faire rejeter cet ADN, au moins de tenter de la faire rejeter. Donc ça pourrait être par exemple en remettant en question la méthode utilisée, comme je vous le disais, en remettant en question l'IgG, ou ça pourrait être aussi en cherchant une faille dans la façon dont cet ADN a été manipulé, puisque je vous disais, l'échantillon d'ADN, il est passé entre un certain nombre de mains, il a été dans un laboratoire privé, donc est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel la défense peut attaquer ? Peut-être, on peut imaginer que peut-être s'il y a beaucoup de gens qui l'ont touché, peut-être qu'ils peuvent dire qu'il y a un risque de contamination. Moi je pense qu'ils vont quand même au moins tenter de le faire rejeter, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ça c'est une autre histoire, même si évidemment on sait pas et que ça dépendra aussi de la stratégie de la défense. Peut-être qu'ils vont estimer qu'ils ont assez d'éléments pour pouvoir démonter complètement cet ADN pendant le procès et qu'ils n'ont pas besoin de le faire rejeter ou de tenter de le faire rejeter, on verra. En tout cas, l'échange des pièces a fini par se faire au moins partiellement, et l'accusation a envoyé à la défense, tenez-vous bien, un dossier qui pèse au total 51 Tera. C'est énorme. J'ai demandé à ChatGPT de me donner des comparatifs pour vous permettre de bien réaliser ce que ça fait 51 Tera de données, et donc il me dit que ça correspond à peu près 25 500 films en haute définition, ou encore 17 millions de photos haute définition. Bref, c'est énormissime et il va falloir énormément de temps évidemment à la défense pour pouvoir étudier tout ça. Et ça aussi c'est une stratégie qui est connue. En fait l'accusation va transmettre énormément de dossiers d'un coup et elle va noyer un petit peu la défense comme ça sous les documents. Ça va leur faire perdre du temps, ça leur demande beaucoup plus de ressources parce qu'il va falloir des gens qu'il va falloir payer pour pouvoir
regardez un petit peu tout ça. Et puis, accessoirement, eh bien ça augmente des chances pour l'accusation que la défense passe à côté d'un élément parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils vont voir passer, peut-être ce sera traité par un stagiaire qui va se dire ça a pas grande importance, qui du coup va le mettre de côté, et peut-être qu'en fait, un document qui n'a pas l'air très important pour la défense va en fait avoir toute son importance pour l'accusation, et donc, eh bien, plus il y a de documents, moins la défense a de chances de trouver cette information. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée régulièrement par la défense ou l'accusation, hein. C'est oui, regardez, on transmet bien nos pièces, mais en fait, on envoie tellement de trucs que on peut rien nous reprocher, mais l'autre roule complètement sous les dossiers. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 mai 2024 et l'accusation n'a toujours pas fini de transmettre toutes ces informations, tous ces documents à la défense. L'équipe de Bryan Kohberger a pas arrêté de poser des demandes auprès du tribunal pour forcer l'accusation en fait à lui donner tous ces éléments, tout ce qu'elle a en sa possession, mais l'accusation se cache beaucoup derrière le FBI puisque toute une partie de cette affaire étant traitée par le FBI, ils disent oui, non mais nous on veut bien vous donner ces infos, mais en fait on n'y est pour rien si c'est le FBI qui nous donne pas les documents. Donc dès qu'ils nous donnent les documents, on vous donne, mais le FBI c'est le FBI, on peut pas les forcer, donc falloir attendre. Si jamais vous voulez regarder les documents qui sont rendus publics dans cette affaire, je vous remets le lien dans la description, et les demandes de la défense qui concernent la transmission des pièces sont tous les documents qui s'appellent Request for Discovery. Aujourd'hui, on est à la 15e demande de la part de la défense. Et bien sûr, ce manque de communication des pièces, ça a un énorme impact sur la date du procès, qui, je vous le disais la semaine dernière, est un très gros sujet dans toute cette affaire. Parce que oui, initialement, le procès de Bryan Kohberger devait commencer le 2 octobre 2023, vous vous souvenez, mais le 2 août 2023, il va renoncer à son droit à un procès rapide. Et depuis cette date de procès, elle n'en finit pas d'être repoussée, avec d'un côté la défense qui insiste pour que ce soit le plus tard possible, ils ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer, disent-ils, et de l'autre côté l'accusation qui, si on l'écoute, est déjà prête à commencer et qui dit en fait on pourrait commencer maintenant, et eux insistent pour que ce soit le plus tôt possible. Et donc il y a cette espèce de bataille qui s'est mise en place entre les deux parties et qui n'en finit pas. Et il y a plein de raisons qui viennent nourrir ce débat sans fin et qui expliquent ces délais interminable, et je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, dans laquelle on prendra aussi le temps d'explorer en profondeur l'alibi de Bryan Kohberger. Ah oui, je vous ai pas dit, il a un alibi Bryan Kohberger, et il prétend qu'il a un témoin qui peut prouver son alibi. Est-ce que c'est vraiment le cas ? On verra ça. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier 1000 fois, j'ai envie de dire, pour le passage des 1000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien, pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Ça me touche plus que je ne peux l'exprimer. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous remercier avec une vidéo spéciale pour marquer un petit peu le coup. Mais je ne sais pas ce que vous avez envie de voir. Est-ce que c'est plutôt une FAQ ? Est-ce que vous voulez que je traite un procès peut-être d'une affaire criminelle très célèbre et vous avez envie de savoir la suite ? Ou peut-être d'une affaire qui vous intéresse particulièrement ? Eh ben à vous de me le dire, je vous ai mis un sondage dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller voter pour votre format préféré et à mettre vos idées ou vos questions dans les commentaires sous le sondage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'ai hâte de discuter avec vous de tous ces éléments dans les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'affaire Bryan Kohberger et son alibi. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.